Aujourd'hui, sur un appartement comme celui-ci, tu fais à peu près 8 à 10% de rendement. Mais on fait de la location à la nuit et puis ça marche vraiment bien. Les gens nous disent oui, mais j'ai peur de louer, j'ai peur de si, paye pas, etc. Et avec ce modèle-là, les clients sont rassurés. Nous, on l'inclut dans les fonds propres. Quand on te dit 40% de fonds propres, t'as tout qui est compris. Dedans, t'auras les frais d'avocat, t'auras les frais d'achat, t'auras la TVA, parce qu'il y a la TVA sur l'immobilier en Espagne. Ah ouais? Ouais, mais tout est all-in. Ouais. Je me dis, le problème de la Suisse avec le Airbnb, c'est qu'on paye un prix suisse à l'achat et après on pas louer à un prix européen pour la location. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai la chance d'accueillir aujourd'hui les spécialistes de l'immobilier Espagne. On va parler pour la première fois de l'histoire de cette chaîne de l'immobilier à l'étranger. Respectivement en Europe, en Espagne avec Laurent Panatier, fondateur de Proximo d'ailleurs que vous connaissez bien, et puis Nicolas Giroux qui va se présenter dans un instant, qu'on n'a encore jamais eu sur la chaîne. Bonjour messieurs. Salut Edouard, merci de nous recevoir. Salut Edouard. Merci à vous. Donc peut-être que rapidement vous faites une petite présentation de pourquoi ce concept, Immobilier Espagne, et puis ensuite après on rentre dans le vif du sujet. L'objectif c'est que moi je puisse me mettre un peu dans la peau d'un acheteur, une personne intéressée à investir en Espagne, mais je connais rien. Je connais le marché immobilier suisse, je sais qu'il est sûr. Est-ce qu'en Espagne c'est pareil? Donc voilà. Dites-moi. Alors pour l'Espagne, c'est principalement venu des clients. Comme tu l'as dit, on est actif en Suisse dans le monde du courtage. Et puis c'est vrai qu'on a souvent été sollicité par nos clients dans l'idée de vendre peut-être ici pour s'installer en Espagne ou pour un projet de vie différent. Puis c'est vrai qu'à force de l'entendre, on a eu aussi des attaches en Espagne et on se dit mais en fait il y a un besoin dont on ne trouve pas forcément de solution. On ne sait pas forcément chez qui orienter les clients. Et puis on se dit mais on va le faire en fait. Et puis ça a commencé, je dirais, il y a 6-7 ans, quelque chose comme ça. Et puis de fil en aiguille, bouche à oreille, on ressent vraiment ce besoin de plus en plus de la part de nos clients suisses. Et pour résumer un peu ce qu'on fait, donc c'est simplement accompagner nos clients suisses qui cherchent à investir ou à acheter un bien pour eux en Espagne, tout simplement. Ok, que ce soit pour de l'investissement ou que ce soit pour de l'utilisation personnelle. Résidentiel ou investissement. Ouais, clairement. Le concept pour nous, ça a été de professionnaliser un petit peu la recherche et l'achat d'objets immobiliers en Espagne. Voilà, on en a fait l'expérience. Moi, j'en ai fait en tout cas l'expérience personnelle. Et puis on a rencontré quand même beaucoup de difficultés au moment de ces achats. Et on s'est dit qu'il y avait littéralement quelque chose à professionnaliser pour accompagner, pour aider un petit peu nos clients qui étaient intéressés à faire ce pas eux aussi, profiter un petit peu d'un style de vie différent et puis d'une autre qualité de vie clairement. Donc on a optimisé ça au maximum. On a mis en place des partenariats avec des banques locales pour la partie financement. On a mis en place des collaborations avec les notaires, avec les avocats, dans le cadre de l'achat, dans le cadre de la vérification des actes. Et puis la mise en place du numéro d'identification fiscale, parce que pour acheter là-bas, tu dois avoir un numéro fiscal. Et on a décidé de faire tout ça et puis de le professionnaliser. Ok, magnifique. L'idée à travers cet épisode, c'est que moi je me mette dans la peau un peu d'un acheteur intéressé par l'Espagne, et puis de voir un peu les différences, parce que on l'a dit Laurent, toi tu es très actif dans l'immobilier suisse, et du coup tu dois faire le parallèle assez facilement entre les différences entre la Suisse et l'Espagne, comment ça fonctionne. Donc l'idée c'est ça. Si moi aujourd'hui je veux investir en Espagne, déjà où est-ce que je dois acheter, et puis c'est quoi les étapes, quoi? Je dirais déjà, par rapport aux clients qu'on rencontre, il y a deux types de clients. Il y a vraiment ceux qui achètent pour vivre, en fait, pour se faire plaisir. Puis tu as les purs investisseurs. Donc si tu es dans cette deuxième catégorie à t'entendre, c'est sûr qu'on va étudier ton projet, on va se poser déjà les questions du budget, des fonds propres, qui sont aussi à considérer évidemment pour un achat immobilier comme ici. Et puis ensuite, on va t'aiguiller sur des régions qui sont propices à la location, qui vont être faciles à louer. En Espagne, ça va être toujours la situation, comme partout. On va toujours vendre ou louer une situation, mais ça va être un marché axé sur le bord de mer. Nous, les terres, on n'a quasiment pas de demande, on ne va pas investir dans les villes. On nous parle souvent de Madrid, mais on a très très peu de demandes de nos clients d'investir à Madrid, parce que ce qu'ils cherchent, c'est pas uniquement la rentabilité,
c'est aussi un peu de lifestyle, c'est aussi de pouvoir peut-être en disposer un jour de cet appartement ou de cette maison. C'est aussi peut-être de l'utiliser 1 ou 2 semaines par année ou de le partager à des proches. Et c'est souvent des investisseurs hybrides. C'est pas le pur investisseur. Il y a aussi un côté un peu de se faire plaisir, peut-être de revendre un jour, d'acheter plus grand. Enfin, voilà. Et du coup, les régions qui vont correspondre à ce type de profil, ça va être plutôt les régions côtières. Donc Barcelone, Valence, Alicante, voilà. Et puis les îles également. Majorque, on a beaucoup de demandes. Ibiza aussi. Finalement, les régions où il fait bon vivre, où on peut louer facilement aussi à une clientèle étrangère ou locale, le cas échéant. Et puis c'est toujours par la situation que tu vas obtenir la valeur et puis que tu vas obtenir la rentabilité. Bien sûr, oui. C'est quoi combien de fonds propres je dois mettre pour investir là-bas? Alors, ça va dépendre. La moyenne, on est à peu près à 35-40% de fonds propres. Ah, quand même? Ouais, 35-40% de fonds propres. Mais en revanche, on a des prix d'acquisition qui sont quand même nettement en dessous de ce qui se pratique en Suisse. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, tu devrais partir de l'idée qu'avec un apport de plus ou moins 100 000 euros, tu vas faire une acquisition d'environ 250 000 euros net. Et là, tu as quelque chose qui est déjà pour nos clients, quelque chose qui potentiellement est intéressant, en tout cas pour les clients qui cherchent à faire du rendement. Parce que les clients, ils vont acheter un appartement à 250 000 euros, ils vont être en bord de mer, ils vont pouvoir faire de la location, ils vont pouvoir en profiter. Et puis gagner de l'argent, parce qu'aujourd'hui, sur un appartement comme celui-ci, tu fais à peu près 8 à 10% de rendement. Ça, tu loues à courte durée, hein? Ouais, courte durée. Nous, on fait de la location. Alors, on a les partenaires sur place qui s'en occupent pour nous, mais on fait de la location courte durée, la location à la nuit, avec un nombre de nuitées minimal. Mais on fait de la location à la nuit, et puis ça marche vraiment bien. Pas de risque de locataire. C'est vrai que souvent, c'est une crainte en Espagne. Les gens nous disent, oui, mais j'ai peur de louer, j'ai peur de ci. Paye pas, etc. Et avec ce modèle-là, les clients sont rassurés, l'argent rentre. C'est ça. Il y a des cautions d'avance, il y a des garanties, et c'est vrai que le locataire rentre, sort. C'est hyper facile. Et on gère vraiment absolument tout avec nos partenaires locaux. On a le nettoyage, l'agence, absolument tout. Tout est géré par nos partenaires sur place. On achète quoi avec 250 000 euros? On achète en bord de mer, on achète. Là, on vient de faire une transaction, on était juste en dessous des 250 000 euros, 240 des poussières, meubles compris. Il faut savoir que ça se vend meublé, on est Il y a 3 pièces et demie, terrasse sur le toit, pergola, cuisine d'été, et puis on était 200-300 mètres du bord de mer, quelque chose comme ça, mais avec une vue sur la mer, pour un appartement qui avait 3-4 ans d'existence, quelque chose comme ça, donc du neuf. Ouais, neuf. Voilà. Oui. Donc, c'est pas cher par rapport aux produits. C'est des produits qui se louent extrêmement bien, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Il faut savoir aussi que sur les produits qu'on sélectionne, vu qu'on est placé côté acheteur, on va identifier les besoins de la clientèle qui va louer ces appartements. Donc ça va être essentiellement des biens récents, neufs, bien isolés, dans des résidences sécurisées, avec piscine pour la résidence. Ça, c'est impératif quand tu veux investir en Espagne, il faut une piscine, c'est sûr. Okay. La situation au niveau du calme, on ne va pas acheter... dans la vieille ville, avec des commerces et puis des flux de touristes, ça, c'est pas ce qu'on va viser. C'est pas notre segment, ouais. Non, et puis c'est des gens qui cherchent quand même à se faire plaisir. Donc voilà, et puis nous, cette clientèle suisse, on la connaît. Donc c'est vrai que on connaît la sensibilité des clients suisses qui s'inquiètent un peu, qui ont envie de calme, ou envie de... Voilà, c'est pas la même clientèle en Allemagne, ou en Russie, ou je ne sais où. Donc nous, on pratique vraiment cette clientèle-là. Et puis tu vois, pour moins de 250 000 euros, tu as un appartement qui ici... en Suisse, il serait, je sais pas, 1,3 million, 1,4 million, et il faudrait déjà même le trouver, quoi. T'as un ratio de x5, grosso modo, c'est plus ou moins ça. Dis-moi. Ouais, nous, on a vraiment 2 segments de clients, ça c'est important de les distinguer. On a les clients qui veulent faire du rendement, donc aujourd'hui, on a une majeure partie de la clientèle qui sont des clients qui sont jeunes, d'accord. Le segment aujourd'hui, c'est des clients qui ont 27-40 ans, qui sont eux, qui vont être beaucoup plus axés sur les appartements de rendement. On va se dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut acheter en Suisse avec 100 000 francs? Qu'est-ce que potentiellement on peut acheter à l'étranger avec ces montants-là? D'un côté, t'en profites pendant la période où toi tu veux y aller, tu peux t'y rendre, des week-ends prolongés, des semaines, tu bookes tes semaines, tu organises ton truc. Nous, on a fait notre mise en place de l'appartement, donc il est meublé comme il faut pour la location. L'appartement est vraiment idéalement fait pour la location, donc tu peux en profiter pleinement. Et puis à côté de ça, on fait notre location. Ça, c'est notre segment de client numéro 1. J'ai envie de te dire, on touche avec ça des appartements aujourd'hui,
parce que oui, le marché de l'immobilier en Espagne continue de croître, d'accord. On a vraiment une croissance sur ce marché-là, mais aujourd'hui, on a des appartements qui commencent à peu près à 220 000 euros, pour monter jusqu'à 280, 310 000 euros. Ça, c'est un petit peu l'entrée de gamme pour ces mises en location, qui sont des achats facilités, des achats simples, et puis sécures, et qui obtiennent du rendement qui est vraiment intéressant. Ça, c'est un segment. Après, on a un deuxième segment, c'est le résidentiel. Donc le résidentiel pur, où on a des clients qui nous disent « Ok, moi aujourd'hui, home office, je peux travailler à l'étranger, je peux m'y rendre, je pars avec la famille. » Là, on commence à avoir déjà des clients qui ont 40, 45 ans, voire un petit peu plus, qui se disent « Ok, on y va. » C'est facile d'accès parce qu'il faut pas l'oublier. Ça reste des endroits qui sont hyper simples d'accès depuis Genève. Donc les gens partent, viennent, vivent là-bas. Ouais, vivent là-bas assez le plus clair de leur temps, j'ai envie de te dire. Et puis là, on a un segment qui est de l'ordre de plus ou moins 500, 700 000 euros, où là, on commence à rentrer sur des belles villas, des jolies villas individuelles, qui sont soit très récentes, soit qui ont été vraiment rénovées. Et là, on a un deuxième segment client. Et puis après, on a le troisième segment, j'en parle un peu moins, mais qui est le segment luxe, où là, on vend des objets qui sont entre 1,5 million et 2 millions. Même plus, mais le gros c'est plutôt sur ces segments-là. Donc on a 3 segments distincts, mais on a 2, un qui est le segment rendement, le deuxième qui est le segment résidentiel, et dans le résidentiel on a 2 sous-segments avec des prix qui sont un petit peu différents. Ok. La banque finance 60-70%, tu l'as dit avant, de l'acquisition. C'est quoi les taux d'intérêt en Espagne? Alors, comment ça fonctionne d'ailleurs? C'est quoi? C'est 20 ans? C'est comme en France? Non, 20 ans en fait, ça marche pas comme ça. Quand tu es résident espagnol, tu peux bloquer un taux sur 20 ans. Tu peux le faire, il n'y a pas de problème, 20 ans, 30 ans, tu peux bloquer ton taux. Et tu rembourses tout. Mais tu dois être résident espagnol pour ça, et c'est un amortissement total. Okay. Et tu as la deuxième variante, c'est pour les non-résidents. Donc les non-résidents vont faire un crédit avec ces montants-là aussi. On va toujours avoir un amortissement total sur la durée résiduelle, maximum 30 ans. Donc l'amortissement se fait au plus tard sur 30 ans. Et à ce moment-là, le taux va être bloqué pendant 1 année ou 2 ans avec un taux fixe. Et après, on passe sur de l'Euribor. Ok, d'accord. Et puis, et du coup, il est à combien, le taux? L'Euribor, de manière, aujourd'hui 12 mois, 3,75. 3,75? Ok, d'accord. Et quand c'est fixe? Ça dépend de la période. Maintenant, on va signer des taux fixes sur 2 ans, sur environ un peu moins de 2%. Un peu moins de 2? Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est pas cher. Ouais. Ok. Donc, on a vu le financement. Ouais. D'ailleurs, les frais d'acquisition, c'est combien? C'est compris dans ce des fonds propres. Ça va dépendre des régions, ça va dépendre de... Nous, on l'inclut dans les fonds propres. Quand on dit 40% de fonds propres, t'as tout qui est compris. Dedans, t'auras les frais d'avocat, t'auras les frais d'achat, t'auras la TVA, parce qu'il y a la TVA sur l'immobilier en Espagne. Ah ouais? Ouais, mais tout est all-in. Ouais. Incroyable ça. Ouais, c'est un autre système, et dans l'absolu, les bases, c'est un peu les mêmes... c'est le même principe, si tu veux, mais en termes de frais, ça va partir différemment, effectivement. Après, tu joues pas les mêmes montants, il faut aussi se ramener à ça. Ouais, un appartement à 300 000 euros, t'achètes un appartement à 1,5 million ici, c'est pas la même incidence. Les frais d'achat, ça représente quelques milliers d'euros, et ici, quelques dizaines de milliers d'euros, donc c'est sûr que ça change un peu la donne. Au même titre qu'un amortissement sur 30 ans d'un appartement à 300 000 euros, voilà, il y a 200 000 euros de dette, voire un petit peu moins. On retombe sur des amortissements qui finalement sont plus faibles que chez nous en Suisse, parce que le ratio du prix de vente est clairement différent. Ouais, bien sûr. Bon, après, je veux dire, c'est comme d'acheter un appartement ici à 300 000, je veux dire. Enfin, après, faut comparer à des prix qui sont multipliés par 5 ou par 7. C'est clair que l'amortissement en francs est différent, mais bon, c'est logique. Oui. Sur la partie, si on revient sur la location courte durée, sur la partie législative, il y a pas de contraintes sur la côte. Comme on envoie un appartement. Non, sur la côte méditerranéenne, aujourd'hui, il y en a pas. Aujourd'hui, on peut faire du booking, on peut faire du Airbnb, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut sur la location. C'est vraiment fait. Ouais, c'est fait dans ce sens-là. Voilà. Okay. Aujourd'hui, il commence à y avoir par contre des grosses restrictions dans les villes, que ce soit Madrid, que ce soit Barcelone, que ce soit Valence. Les villes, c'est sûr, ils en veulent pas. Mais la côte méditerranéenne, il faut imaginer que en Espagne, le pourcentage d'acheteurs étrangers sur tout le marché espagnol, c'est 15%.
Par contre, si on revient sur les zones côtières, les zones méditerranéennes avec ça, ben on arrive sur des taux qui sont de l'ordre de 60-65% en tout cas. Et c'est sûr que l'État ne peut pas devenir plus restrictif que restrictif. Et ils ont besoin de l'argent étranger. Hein. Ah ouais. Mais c'est ce qui a relancé le marché aussi à partir de 2007. Donc s'il y a toute une politique mise en place pour favoriser l'attrait des clients étrangers, la venue des capitaux, et ils sont beaucoup moins restrictifs qu'ici. Ici, c'est l'inverse. On n'a justement pas envie que ça soit vendu à l'étranger parce qu'on sait que le marché il tient, on n'en a pas besoin. Et puis on veut surtout que ça reste. Que c'est une politique qui est tout à fait différente. La Suisse est beaucoup plus solide que l'Espagne. Elle n'a pas vécu ces crises non plus. Forcément, il y a des intérêts qui sont différents avec des mises en place de législation qui sont différentes par rapport à tout ce que tu viens de dire. Ouais, clairement. Ah, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, c'est pas du tout intéressant de louer à l'année. Alors, ce genre de propriété. Tu vas moins gagner. Sur ce genre de bien, nous, on aura tendance à te dire que non, parce que c'est sûr que le prix d'un loyer, tu dois l'imaginer en corrélation avec le prix de vente d'un appartement. Ouais. Donc, tu prends un prix de vente de divisé par 5, tu prends un loyer divisé par 5. Je veux dire, il y a un moment donné où le revenu en Espagne n'est pas le même qu'en Suisse. Ça veut dire que ton marché de location sur une zone balnéaire, il va pas être intéressant. Tandis que tu fais de la location en annuité, tu rentres sur des périodes de vacances, des périodes de week-end prolongés, des périodes de chaleur, etc. C'est sûr que tu vas toucher à ce moment-là de la clientèle étrangère de toute l'Europe, parce que ça reste super intéressant. Ouais. Et tu vas louer des nuitées qui sont largement supérieures au prix du marché. Fondamentalement, en 5 jours de location à la nuitée, tu auras encaissé l'équivalent d'un mois de loyer. Ouais, ok. Bon, accessoirement par rapport à ça, c'est deux marchés très différents, hein, mais ça, j'ai toujours trouvé assez dangereux, ça, parce que la location Airbnb dans ce genre de localisation pousse évidemment les prix vers le haut. Ouais. Parce que pour la même rentabilité, enfin, on peut payer beaucoup plus cher pour la même rentabilité au prix d'achat. Et du coup, typiquement, ce qui s'est passé, par exemple, à Budapest, il y a 5, 7 ans, 10 ans, le Airbnb a explosé. Et puis, les prix des biens immobiliers ont énormément grimpé. Ouais. Parce qu'en location courte durée, c'est devenu ultra touristique. Ça se louait comme des petits pains. Et donc, ça se vendait de plus en plus cher. Et puis, d'un coup, il y a des restrictions qui sont arrivées. Et on est passé de location courte durée à freiner de plus en plus, à devenir obligatoire de louer à l'année. Et alors là, la rentabilité, elle chute, quoi. Mais là, tu payes très cher pour une rentabilité très faible. Mais là, tu retombes sur ce qui se pratique dans les villes en Espagne, en fait. Bien sûr, ouais. Et c'est vrai qu'on a quand même deux marchés clairement différents. On a le marché citadin, on a le marché balnéaire. Et ces deux marchés qui sont pas comparables et sur lesquels, il y a du protectionnisme en Espagne sur le marché citadin, parce qu'ils ont l'obligation de le faire. C'est des choses qu'aujourd'hui dans les villes, on peut plus se permettre. On voit ce qui se passe à Genève, on voit ce qui se passe ici à Lausanne, et c'est le cas en fait dans le monde entier. Par contre, le marché balnéaire, on a un marché qui est clairement différent. Oui, on peut faire. Et qui a peut-être aussi un attrait différent quand tu compares Budapest. Alors je connais pas, mais je pense la clientèle pure investisseur va juste regarder les chiffres. On va peut-être plus regarder les chiffres. Là, on a vraiment une clientèle investisseur qui regarde les chiffres, mais toujours avec une idée derrière aussi de dire je peux en disposer, c'est cet endroit. Si tu veux, l'investisseur, entre guillemets, froid, qui regarde juste son taux de rentabilité qu'on a ici en clientèle, et puis qui va se dire ok, j'ai tant de travaux, tant de montage, j'achète. Là, ils aiment bien visiter quand même, ils aiment bien voir la vue depuis la terrasse, et puis ils aiment bien mesurer la taille de la piscine quand même. Donc il y a quand même un côté un peu lifestyle qui fait que peut-être ça tient aussi un peu contre ce type de raisonnement pur investisseur en disant je peux payer plus parce que je gagne plus. Mm-hmm. Là, il y a aussi une réalité de dire oui, mais je ne veux pas payer plus si ma piscine elle n'est pas assez grande, etc., etc. Donc c'est peut-être un peu plus personnalisé ou personnel que ça peut l'être dans des régions peut-être un peu plus villes qu'on retrouve aussi, comme tu l'as dit, à Madrid ou autre, où là, il faut que ce soit proche de l'aéroport, il faut que ça rapporte ton, et donc c'est pas vraiment ce qu'on fait, c'est pas vraiment ce marché-là qu'on touche en fait. Ouais, on peut faire l'analogie assez facilement, je pense, avec la Suisse et les stations de ski, quoi. Oui, c'est ça. La régulation Airbnb, elle n'existe pas vraiment en station de ski, parce que justement, il y a besoin de lits chauds, et donc il y a besoin de louer. C'est clair. J'avais une question, par rapport à ça, toujours à la location en courte durée, ce que je trouve intéressant par rapport à la Suisse aussi, et souvent j'en ai parlé, ça m'intéresse d'avoir votre avis, c'est que justement vous, en Espagne, là où la rentabilité peut être bonne avec ce genre d'investissement, c'est parce qu'on paye un prix espagnol pour acheter de l'immeuble, en gros, puis on loue à un prix européen. C'est ça. À des gens qui viennent de partout. Et je me dis, le problème de la Suisse avec le Airbnb, c'est justement ça. C'est qu'on paye un prix suisse à l'achat, et après, on ne peut pas louer à un prix européen pour la location. C'est très ça. Et donc, je me dis, c'est certainement pour ça aussi que la rentabilité, pour moi, elle est parfaitement pertinente dans ce genre de situation, ou en Europe de manière générale, et pas en Suisse.
Pas en Suisse, ou peut-être en station, comme tu l'as dit, où là, ça va faire exception, parce que t'es dans une clientèle qui vient dépenser pour les vacances. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi de courte durée. L'Espagne a l'avantage que ce soit toute l'année, à peu de choses près. En plus de ça, dans les régions qu'on pratique, il faut savoir qu'on a 2 types de clientèle. Donc en été, tu vas avoir toute la clientèle liée aux vacances, qui viennent profiter finalement de la plage et de la mer. Et puis dans l'autre saison, tu vas avoir les gens qui vont venir faire du golf, qui vont venir faire des activités, vélo, du vélo, faire plein d'activités. beaucoup de cyclistes qui viennent. Sur la côte, c'est beaucoup les golfs qui viennent justement pour pouvoir jouer. Ici, c'est fermé. Ils cherchent des pays au soleil. Et puis du coup, ta rentabilité, elle se dilue quand même sur l'année. C'est pas juste 2 mois de saison. C'est pas le Saint-Tropez où tu as 3 mois pour exploiter et puis après c'est fermé, quoi. Ça va un peu plus loin. Et c'est vrai que ça parle à beaucoup de monde. Et puis tu l'as dit aussi en termes d'accès, c'est facile. L'Espagne est facile. Tu prends l'avion, c'est 1h30, tu prends la voiture, tu peux y accéder, t'es jamais vraiment bloqué, quoi. Donc Et tu vois l'attrait pour les acheteurs, notamment depuis la Suisse, mais depuis toute l'Europe, c'est que fondamentalement tous les aéroports de quasiment toute l'Espagne, à part dans les Baléares aujourd'hui, sont desservis quasiment quotidiennement depuis Genève avec des vols directs. Ouais. Quasiment tous les aéroports. Oui, ouais, c'est clair. D'ailleurs, c'est qui achète en Espagne, vous? Donc j'imagine qu'il n'y a pas de restriction par rapport à l'achat par des personnes à l'étranger. Mais c'est qui les acheteurs? Alors pour nous, de nouveau, on travaille les Suisses. Ouais. Voilà, nous on travaille le marché suisse. Donc on vend à des clients suisses. Quand on a commencé, on avait plutôt des clients un peu plus âgés qui envisageaient d'aller passer leur retraite là-bas. Mais nous, on voit l'évolution sur les 6-7 dernières années depuis le début de l'activité. C'est qu'aujourd'hui, on a un âge moyen de nos clients qui est passé de plutôt 58-60 ans. Il est descendu à plutôt 46-47. Donc on voit vraiment un rajeunissement de la clientèle. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quand même aujourd'hui des difficultés, on va dire, à pouvoir devenir propriétaire en Suisse. Le marché est devenu peut-être un petit peu plus difficile. Il faut plus de fonds propres. Les prix ont continué de monter. Alors c'est bon signe, c'est preuve de croissance, etc., etc. Mais ça rend difficile, ou plus difficile en tout cas, l'acquisition en Suisse. Et pour ça, aujourd'hui, on a des gens qui viennent nous voir et puis qui nous disent, voilà, on veut acheter. Est-ce qu'il existe des choses? Aujourd'hui, ils vont sur Internet, ils regardent, ils tombent sur nous, ils viennent nous poser des questions, on discute. Mais c'est vrai que voilà, quand ils viennent chez nous, ils ont absolument aucune idée. On part des premiers balbutiements, donc on part de zéro. Et puis les clients nous disent, ok, alors qu'est-ce que vous me recommanderiez? Où est-ce que je devrais aller? Qu'est-ce que je devrais faire? Quels sont les budgets? Et puis là, on commence à se lancer. Mais aujourd'hui, on n'a pas une étiquette à coller sur un client ou un autre. Aujourd'hui, on a des clients de 25 ans qui viennent nous voir en nous disant j'achète aujourd'hui ou j'achète dans 5 ans. Et puis on a des gens qui ont 65, 70 ans qui viennent encore nous voir puis qui nous disent voilà, je veux acheter. Alors j'achète cash, je veux mais je veux profiter différemment. On n'a plus de clients. Les mentalités changent aussi. Ouais. Les gens avec le télétravail post-Covid, ils ont compris aussi qu'ils pouvaient travailler à distance. Les employeurs l'ont accepté aussi. Ça change les règles du jeu. Quand tu as des sociétés qui te laissent travailler X jours par semaine, moi j'ai beaucoup de clients ici en Suisse chez Proximo qui me disent mais pour passer 5 jours par semaine en télétravail, autant le faire au bord de la piscine et puis profiter un peu plus de la vie. Et c'est juste dans l'absolu. Tout ça est en train de changer. Ouais. Et puis cette volonté peut-être aussi de dégager du temps. Voilà, la jeune génération, elle a envie de travailler moins aussi. Ils sont moins dans un esprit à travailler 80 heures par semaine. On parle souvent d'un 80%, on parle souvent d'une après-midi de congé, ce genre de choses. Peut-être que plus jeune aussi, on se pose la question de ralentir un peu. Tout ça est en train d'évoluer. Après, ma génération, c'est l'arbre, Ouais. Il y a un peu de ça. C'est peut-être pas plus mal. Ils seront peut-être Je la supporte pas, mais ils seront peut-être plus heureux aussi. Mais sur le principe, tout ça évolue. Et puis après, t'as les projets de vie qui sont aussi, qui dépendent aussi du marché ici. Il faut comprendre que les gens qui vendent leur propriété ici à l'âge de la retraite et qui l'ont financé pendant 30 ans, 40 ans, tu connais le marché, ils font souvent des belles plus-values et ces belles plus-values, elles permettent de faire beaucoup de choses. Il y a 15 ans, 20 ans, c'était pas les mêmes plus-values, tu pouvais peut-être moins envisager d'acheter cash une maison en Espagne, même si les prix étaient différents, t'avais pas le même levier. Aujourd'hui, tu vends une maison ici, tu gagnes 500 000 francs, 600 000 plus, tu peux acheter cash ta maison en Espagne et en plus de ça, avoir un peu d'argent pour bien vivre là-bas. Donc le projet, il prend une autre tournure parce que tout devient possible en fait. Et puis c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. Donc tout est un peu lié dans l'absolu.
C'est beaucoup d'anticipation de retraite alors. Alors ça, c'est ce que je voulais. Moi, je voulais juste revenir là-dessus aussi parce que je pense que c'est un point qui est assez important. Je te donne un exemple. On a vendu un appartement il y a quelques années à quelqu'un qui était vraiment un jeune, qui avait 27, 28 ans de mémoire. Il a acheté son appartement. Lui, l'idée, c'était d'avoir un objet qui était autoporteur, qui lui rapportait un petit peu d'argent, mais qui permettait de couvrir toutes les charges en se disant, voilà, pour le futur, à ma retraite ou je sais pas quand, j'ai un appartement à moi, je paye chez moi, je fais ce que je veux. Et quelques années après, pas beaucoup, parce que c'était l'année passée, il nous a racheté un appartement. Il nous a dit, voilà, ça marche, je suis content, je gagne de l'argent, je gagne un petit peu plus que ce que me coûtent les charges, donc je suis content, j'en profite, mais je vais en acheter un deuxième, parce qu'aujourd'hui, sur le deuxième, après, le premier est payé, parce que lui, il a monté son dossier sur 20 ans, son appartement sera payé, lui rapportera de l'argent toujours, lui vivra dans l'autre. Et on a aussi pas mal de clients qui viennent nous voir parce que de nouveau, tu pars d'un modèle à zéro. Les gens viennent te voir, disent moi j'ai un peu d'argent, je veux acheter une maison, j'ai 500 000 francs à disposition, je veux acheter une maison en Espagne. Ok. Tu veux en faire quoi de ta maison? Tu veux y vivre? Oui, alors je veux y vivre, je veux la louer un petit peu. Alors peut-être c'est pas le modèle que tu devrais avoir. Peut-être au lieu d'acheter une maison à 500 000, achète 2 apparts à 250. Un, tu le loues, l'autre t'en profite. Quand tu y es pas, tu le loues aussi. Et là, tu vas gagner de l'argent. Et c'est vrai qu'on s'ouvre vraiment sur les possibilités qui sont offertes sur ce marché-là, à beaucoup de possibilités. Et puis, tu as beaucoup d'idées reçues aussi. On a beaucoup de clients qui s'assoient ici, et je crois que tu as eu un peu cette réaction tout à l'heure, qui disent « Ah, on peut prendre un financement ». Ouais. Et ça nous paraît bête parce qu'on le fait depuis quelques années, mais dans l'absolu, beaucoup de gens pensent encore aujourd'hui qu'il faut acheter cash en Espagne. Et c'est sûr que le client qui s'assoit chez nous, qui a préparé son projet de vie, qui s'est dit « Super, aujourd'hui, je sais que je peux compter sur un apport de 400 000 francs », qui s'imagine devoir acheter cash une maison à 400 000 et qui vient nous trouver, qui se rend compte qu'en fait non, avec 400 000, il peut plutôt acheter quelque chose à 800 000 ou 850 000, ça prend une toute autre tournure au niveau de la prise de décision. Parce que non seulement il se rend compte qu'il peut avoir une plus belle maison que prévu, en plus de ça, il se rend compte qu'il va lui rester pas mal d'argent pour faire d'autres choses, soit d'investir en parallèle sur un appartement, comme tu l'as dit, qui va lui permettre de payer les coûts de la maison, ou simplement de vivre, et puis de profiter avec un capital à disposition. Et ça, c'est vrai que ça provoque souvent la réaction vers le haut. Et on le voit souvent, notamment quand on amène les clients sur place, quand on va visiter, ils se rendent compte que finalement, sur place, qu'ils peuvent, sans se mouiller beaucoup plus, obtenir beaucoup plus. Et puis du coup, la décision d'achat se produit beaucoup plus rapidement. Voilà. Okay. On a un taux de conversion qui est relativement élevé au niveau des clients qui viennent nous trouver. Ouais. Les gens qui se déplacent sur site pour visiter, quasiment tout le temps concrétisé en achat. On est proche des 100%. Et ça paraît gros quand je le dis, mais c'est la réalité. Je parle bien de ceux qui descendent sur place, qui font l'effort d'aller visiter sur place. Évidemment, on a des pertes en amont de gens qui n'arrivent pas à se décider ou qui simplement arrivent à la conclusion que c'est trop pour eux. Mais quand les gens vont sur place, comprennent un peu les mécanismes, l'apport qu'on offre aussi en termes d'accompagnement, parce que c'est ultra rassurant de pouvoir parler français, d'avoir finalement un bureau ici à Lausanne pour recevoir les clients s'il y a un problème pendant la construction, pendant les rénovations, pour les papiers, pour le côté transaction, financement, forcément, ça devient très simple. En fait, il y a un prix, il y a un objet qui plaît et on y va. C'est aussi simple que ça. Tu passes d'une situation qui paraît compliquée sur le papier à une situation qui est clairement simplifiée avec une équipe, ici en Suisse, en Espagne. Et là, les gens, ils se retrouvent dans une zone de confort, ce qui est toujours la crainte au début. Bien sûr. À juste titre. On a vu plusieurs étapes de l'acquisition. Maintenant, un point important quand même, c'est la fiscalité. Comment est-ce que ça fonctionne en Espagne quand on loue, effectivement, quand on vend, l'impôt sur le gain. Et on a parlé d'imposition à l'achat. Alors, on n'a pas fini, je crois. Mais c'est quoi? C'est de l'ordre de 5%, 10% de frais d'acquisition quand on achète? Non, on est au total, on est à 13% à peu près. 13%, ok. Et quand nous on donne un prix, c'est toujours un prix all-in, donc tout est déjà compris, frais compris. D'accord, ok, parfait. Ça c'est pour l'achat. Quand on vend et quand on loue, ça se passe comment? Tu payes. Alors, toujours la même chose. Ça dépend si t'es résident espagnol, si t'es résident suisse. Non, un Suisse qui achète là-bas. Un Suisse qui achète là-bas va payer de l'impôt à la source sur la location. Donc, l'agence va encaisser le loyer, va garder les impôts qu'elle va payer à l'État, et tu vas recevoir en Suisse, toi, le net d'impôt de l'Espagne. Ok. C'est quoi l'impôt à la source? 24%. 24%. Ouais. Ok. Est-ce que des gens font je sais pas si ça existe des sociétés immobilières là-bas, j'imagine que oui. Pour ce genre de choses ou pas, pour l'investissement plus haut, ou c'est toujours en nom propre ça? Non, c'est toujours. Alors,
Ouais, ils font parfois même des sociétés en Suisse. Ouais. Mais après, C'est un modèle. ça dépend de comment ils sont engagés, en fait. Il y a des gens qui viennent nous voir qui ont déjà de l'immobilier en Suisse, tu vois, donc ils font un peu les deux avec leur société existante. Après, ça dépend souvent des objectifs, en fait. Quand c'est du pur investissement, ouais, je sais pas si tu gagnes énormément, je crois pas. Après, tout dépend en fait du projet de vie derrière. Et puis comme on te l'a dit, c'est souvent aussi des gens qui ont un projet de vie. Donc, tu veux l'utiliser. le pur achat en société, il parle moins à la personne qui souhaite un jour prendre sa retrite ou mettre à disposition de ses clairement. enfants. Donc, on est quasiment toujours en nom propre sur ce type de deal. En tout cas, majoritairement, ça c'est sûr. Ok, parfait. Et quand on vend, du coup, paye quoi? C'est difficile, de nouveau, c'est difficile de donner un exemple parce que on arrive sur un marché qui est quand même un marché en Suisse. C'est que tu vas te retrouver avec des cantons, là-bas c'est des provinces. Chaque province a sa règle fiscale différente, mais oui, tu payes en fonction des provinces de l'impôt sur le gain immobilier. Ça dépend les années de propriété de l'appartement. Il y a beaucoup de facteurs. C'est aussi dégressif en fonction de la durée de propriété? C'est aussi dégressif. Ah ouais? Ouais. Okay. Et puis c'est vrai que en fonction des régions, t'as des impôts qui sont clairement différents. On peut passer du simple au double, mais la même chose qu'en Suisse. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ah ouais? Mais c'est de l'ordre de quoi, 10-30%? Ou bien si on achète, on vend 6 mois après? Non, t'achètes, tu vends. Tu vas être sur l'équivalent à ce que tu peux avoir en Suisse. Il faut être très clair. Donc on va tomber sur du 30-40% d'impôt. D'impôt. Okay. Ouais. Okay. C'est vraiment, ben voilà, on a un côté protectionniste, la même chose. Donc ils cherchent à développer leur marché, mais leur marché c'est pas de faire de la spéculation, c'est d'avoir vécu, donc ils l'ont vécu en 2007 aussi. Ils l'ont vécu, ils ont mis beaucoup de restrictions en place pour pas que ça se reproduise. Ce qui est bien. Ce qui est très bien, ce qui est très très bien aujourd'hui. Je te donne un exemple, tu veux faire de la promotion immobilière en Espagne, tout se finance en fonds propres. Il n'y a pas de crédit de construction, il n'y a pas de banque, c'est 100% du fonds propre. Ah oui, pour éviter la spéculation, pour éviter que les promoteurs aillent sur tous les terrains, fassent des débuts de chantier, les ouvrent, et puis qu'au final, on se retrouve dans la situation de 2007-2008 avec une crise immobilière. Donc il y a beaucoup de cliquets de protection qui ont été mis en place et qui portent leurs fruits aujourd'hui, parce que si tu prends le marché espagnol aujourd'hui, on est sur à peu près le seul marché européen qui est en croissance comparable avec le marché suisse. Ouais, j'allais en parler justement parce que donc ça s'est assez cassé la gueule en 2007, alors oui, plus que si brutal. Ah ouais, okay, brutal, une grosse crise immobilière. Tu te souviens un peu de ces reportages où on voyait des cités entières à coups de centaines de logements qui n'étaient pas terminés et autres. Mais il faut comprendre que les paramètres du marché, comme tu l'as expliqué, étaient tout à fait différents. Les financements étaient différents. Toutes ces garanties au niveau de la promotion immobilière n'existaient pas. Donc, en fait, tu faisais le jeu de l'avion, quoi. T'achetais un terrain, tu prenais l'argent ici pour payer l'autre. Enfin, c'est tout ce qui est, tout ce qu'on faisait finalement ici dans les années 90. C'est ça. C'est un principe qui a aussi été corrigé, mais avec une ampleur beaucoup plus importante. C'est à coût de centaines de logements là-bas. C'était pas à coût de 10 logements. Yeah. Et c'est sûr que quand il y a eu cette crise en 2007, les autorités, elles ont vu le marché s'écrouler. Il y a eu beaucoup de casses. Et pour relancer le marché, ils sont arrivés à des conclusions. Il y a eu plusieurs axes qui ont été développés, notamment ceux que tu as mentionnés en termes de sécurité pour les financements, pour les opérations immobilières. Puis il y a eu tout un côté à côté, tout un côté d'attirer les capitaux étrangers. Comment on attire les capitaux étrangers? En offrant des bonnes conditions, pas forcément fiscales. Ça, c'est le Portugal qui s'est plus axé dans cette réflexion. En Espagne, ils n'ont pas ressenti le besoin d'attirer juste la fiscalité. Ils ont compris que finalement, les gens cherchaient aussi à être bien. Donc, c'est passé par des conditions au niveau d'obtention de permis de construire facilité, au niveau des designs de maisons, des possibilités de droit à bâtir qui ont été favorisées. Tu peux faire plus ou moins ce que tu veux en Espagne, faire de belles choses, des piscines à débordement, des maisons avec des suspendus au sommet des collines et autres. C'est favorisé pour faire rêver et puis pour attirer aussi cette clientèle. Oui, on touche l'émotionnel. Et puis voilà, et puis attirer la clientèle étrangère sans restriction. C'est-à-dire on peut acheter sans trop de soucis. En Suisse, on nous bloque et on sait pourquoi. Voilà, peut-être qu'un jour, si ça va mal, on changera les lois aussi. Mais c'est vrai que toute cette réflexion, elle a porté ses fruits. Et puis aujourd'hui, il faut aussi voir, moi, c'est quelque chose que je vois souvent auprès des clients. L'Espagne, c'est un lieu de rendez-vous. Toute l'Europe est en Espagne. Donc, nous, on parle de la Suisse, nous, on se concentre sur la Suisse, c'est très bien. Mais les Allemands viennent en Espagne, les Belges viennent en Espagne, les Anglais viennent en Espagne, les Russes commencent à venir en Espagne. Un peu moins maintenant, mais sur le principe, t'as vraiment un attrait de l'Europe de se retrouver sur cette belle côte espagnole. Et forcément, le marché, il réagit peut-être différemment que si tu parles de la Croatie, ou si tu parles de Budapest, ou si tu parles de l'Italie, ou d'autres régions qui sont peut-être tout aussi attrayantes en termes d'environnement, mais peut-être pas pour tout le reste. Ok, oui.
On parlait de la conjoncture avant, rapidement. Comment ça s'est passé 2020, 2021, 2022, 2023? Depuis le Covid, on a une croissance qui est importante. On a une croissance à 2 chiffres sur le marché de l'immobilier suisse. Les chiffres 2023 sur le neuf, on est 10, 11, 12% de croissance en fonction des régions. Je te parle toujours du bassin méditerranéen. Hein. Je rentre pas sur le territoire des villes, etc. parce que c'est un marché qui est différent et sur lequel on n'est pas actif. Mais sur tout le berceau méditerranéen, on a une croissance en 2023 de l'or en moyenne de 11%. Sur le neuf, on a une croissance de 3-4% sur les objets existants. Et quand je dis existants, c'est toujours un peu plus de 5 ans. On considère le neuf sur jusqu'à 5 ans à peu près. Et cette croissance-là, elle est équivalente à la croissance qu'on trouve en Suisse. Donc depuis le Covid, il y a eu vraiment une flambée des prix sur le marché immobilier espagnol. Par contre, une flambée qui est une flambée régulière et constante. Donc c'est ça qui change par rapport à la Suisse. Et c'est ça. Donc et voilà, on a un berceau d'acheteurs sur le bassin méditerranéen espagnol qui est de l'ordre de 80 millions de personnes. Alors que nous, on a plutôt l'habitude de travailler en Suisse sur un berceau d'acheteurs potentiels, de 1 million sur toutes les différentes régions. Donc c'est sûr que le pouvoir d'achat est différent, le marché immobilier est différent, le prix d'achat est plus bas et on touche énormément de monde. C'est ce qui fait qu'on a cette croissance, alors que c'est plus le cas sur tout le marché immobilier européen. Et puis l'Espagne est aussi bien vue au niveau sécurité, au niveau hôpitaux, au niveau école, c'est un pays assez safe. Quand tu vas dans d'autres pays d'Europe, il y a des fois des questions qui soulèvent. Voilà, est-ce que on sera bien avec une famille? Le sud de la France a souvent longtemps fait concurrence à l'Espagne, mais le sud de la France aujourd'hui, les Suisses ont souvent un peu peur. Ils se disent un peu, voilà, on nous font beaucoup de choses, on se sent pas bien, le cambriolage, etc. L'Espagne, c'est quand même super safe. Et puis ça parle beaucoup à la clientèle qu'on pratique ici. Où les clients se sentent tout à fait à l'aise de se projeter sur ces horizons. Et puis, il y a une belle communauté suisse aussi. En Espagne, on a beaucoup de nos clients qui se retrouvent là-bas d'une manière ou d'une autre, et puis qui finalement ont des repères aussi. Ils partent pas pour la Thaïlande, ils partent pas pour l'Amérique du Sud, quoi. Ça reste l'Europe et ça reste 1h30 d'avion, quoi. C'est la proximité, c'est la qualité de vie, c'est quasiment 20 degrés de température moyenne sur ces régions-là. C'est sûr que ça fait un petit peu rêver, et puis quand tu attires un petit peu des gens autour de toi sur ces régions-là, ils se rendent vite compte, ok, on vient, on vous rejoint, on arrive. Beaucoup d'acheteurs qu'on a, nous, c'est des acheteurs qui viennent d'acheteurs qu'on a eu par le passé. Donc bouche à oreille, c'est vraiment un marché évolutif, et puis qui est intéressant pour ça aussi. Oui. Ok, je voulais orienter maintenant la discussion un peu sur l'aménagement du territoire, qui est assez important. Enfin, c'est un sujet très très important en Suisse. Hein. Ouais. Donc, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il n'y a plus de terrain, il y a quand même plus des gens qui arrivent. C'est pour ça qu'on est un peu en flux tendu tout le temps, qu'il y a pénurie de logements, que les prix continuent de monter, c'est stable, ça monte. C'est comment dans ces régions-là? J'ai l'impression que l'aménagement du territoire, il est plutôt maison individuelle. Ouais. Là, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a beaucoup d'immeubles? Est-ce que le neuf prend vraiment? T'as l'impression de dire que le neuf a plutôt tendance à croître relativement rapidement, à prendre beaucoup de place. Mais du coup, est-ce que le rénové ou l'ancien perd beaucoup de sa valeur, ou comment ça se passe? Alors le rénové ne perd pas de valeur pour autant que les travaux de rénovation soient bien exécutés. Nous, c'est un de nos critères. On a nos partenaires sur place qui font de la rénovation, qui font des travaux de grosses œuvres et de secondes œuvres. Donc on travaille avec ces gens-là. Pourquoi? Pour connaître la qualité de construction qui va être délivrée à nos acheteurs. Ça, pour nous, c'est un critère qui est vraiment un critère primordial, parce que on n'a pas la gestion de ce qui a été fait il y a 20, 30 ou 40 ans en arrière. Par contre, on a la gestion de la qualité qui est fournie aujourd'hui. Et nous, on travaille avec ces gens-là toujours pour proposer les meilleurs produits à nos clients, en fait. Et c'est vrai que du moment où la rénovation est bien faite, ça, on a différents exemples qui sont accessibles sur nos différents supports, mais de voir le bien dont on part initialement, le produit livré, et là tu comprends que on va tout de suite changer de catégorie de prix aussi. Nous, on va acheter des objets là-bas à des prix qui sont des prix déjà élevés, parce qu'on achète une situation. Hein, c'est comme en Suisse, il y a pas trop autour du pot. C'est situation. En Espagne, on fait la même chose. On investit des capitaux importants sur des propriétés existantes, mais on fait des rénovations de A à Z. Ces projets-là sont des projets qui restent intéressants. Maintenant, si les objets sont pas entretenus, si on parle d'objets anciens, etc., c'est sûr que il y a une croissance, mais qui est
qui est quand même plus faible, mais on a une croissance qui reste intéressante même sur ces produits-là, parce que les produits restent des produits qui, à marché comparable, en Suisse, seraient beaucoup plus chers. Ouais. Et notre approche aussi, pour les investisseurs comme pour les particuliers qui cherchent à acheter, c'est de faire tout ce travail de sélection en amont. Donc on va proposer que des produits sur lesquels on est prêt à se mouiller, entre guillemets, ne serait-ce que pour la simple idée de, s'ils nous confient ensuite la gérance, il faut qu'on soit en mesure de trouver des locataires et puis d'assurer les rendements qui sont annoncés. Et puis je dirais, c'est comme en Suisse, quand tu fais un conseil, t'en fais pour ta communauté, tu vas analyser la situation, tu vas analyser l'opportunité, tu vas sélectionner des objets ou des promoteurs ou des constructeurs fiables pour pouvoir simplement répondre de manière efficace au projet de ton client. Et puis c'est ce qu'on fait nous aussi. Donc on a vraiment tout si tu veux, nous on n'ouvre pas tout le marché, on va sélectionner les bonnes opportunités, celles auxquelles on croit, et puis c'est indirectement lié aussi à la croissance du marché et puis aux opportunités de revente, parce que les clients revendront un jour peut-être, nous on doit être là pour répondre à ce moment-là aussi. Et puis quand tu fais correctement ton travail, quand tu sais analyser le produit, ça fonctionne très bien, parce que voilà, c'est comme ici, il y a peut-être une similitude, les bonnes situations restent toutefois limitées comme partout, et puis le bord de mer, il n'est pas infini. Il y a une réalité aussi de l'offre par rapport à la demande, et puis tout ça c'est porteur si tu t'organises bien d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est ça, c'est là-dessus que je voulais venir. C'est à quel point est-ce que le rénové, ou enfin l'ancien est en concurrence avec le neuf. Parce que ici, en fait, dans les régions qui sont, enfin dans la majorité des régions ici, il y a simplement pas de concurrence parce qu'il y a presque pas de neuf, quoi. Il y a que ce qui est déjà existant, parce qu'il y a plus de possibilités. Et là-bas, je me dis, en fait, c'est un peu, je fais le parallèle, alors certainement faux, mais avec Dubaï, où j'ai eu l'occasion une fois d'y aller discuter avec des personnes qui travaillaient là-bas, qui font l'immobilier depuis 20 ans là-bas, quand même. Et donc c'était avant tout ce qui se passe maintenant. Et puis c'est vrai que ça fonctionne assez par quartier. Oui. Ce qu'il me disait, c'est vraiment le neuf, ça se vend énormément, mais il y a pas vraiment de second marché, quoi. Il y a peu de rénovation, sauf des quartiers très luxueux ou bien des quartiers très anciens, mais bon, très anciens de Dubaï, on voit ce que ça veut dire. Mais en gros, le neuf part très très bien, mais il n'y a pas tellement de marché de rénové, quoi, ou de l'ancien. Pardon, je m'excuse. Ce que tu dois comprendre sur ce marché-là, et on va se retrouver sur quelque chose comme ici, c'est qu'en réalité, tu veux une situation exceptionnelle, tu dois imaginer que t'es pas le premier à la vouloir, cette situation, sûr, ouais. Et que souvent, par le passé, il y a déjà quelqu'un qui l'a acheté et il y a déjà quelqu'un qui a construit une maison dessus. Tu veux, aujourd'hui, il y a beaucoup de neufs qui existent, mais il y a peu de terrains avec des situations, des emplacements qui sont vraiment exceptionnels, avec de la vue, avec ci ou avec ça, ou alors tu recules un peu dans les terres. Ouais, okay. Ça, c'est un peu la réalité. Si maintenant tu veux être en proximité directe de la mer avec une vue exceptionnelle, mais tu es presque obligé d'acheter une maison existante et de faire les travaux de rénovation. Une fois que tu l'as rénovée, tu vas avoir l'impression que c'est une maison qui est neuve parce qu'on aura fait vraiment de A à Z, on aura tout changé, la maison a été refaite intégralement. Mais la situation, l'emplacement de cette maison-là, on n'arrivera pas forcément à le trouver sans avoir détruit une maison existante. Et c'est là où le marché de l'existant prend de la valeur ou prend une valeur qui est importante aujourd'hui. De par l'emplacement. De par l'emplacement. Après, il y a quand même deux marchés, si tu t'arrêtes uniquement à la construction, entre l'ancien et le neuf. Ne serait-ce que sur le design, ne serait-ce que sur les finitions, etc. Et c'est vrai que la clientèle qu'on touche ici, pour te répondre, elle vise plutôt du rénové ou du neuf. La vieille maison espagnole avec les tuiles roses et puis les barreaux aux fenêtres, on ne fait pas trop ce genre de transactions. Et tu peux, comme ici, trouver des appartements à 80 000 euros en Espagne. Tu peux trouver des choses. Nous, on ne va pas le faire, ça. Parce que notre clientèle, c'est pas ce qu'elle vise. Elle ne vise pas du pas cher et du, entre guillemets, pratique. Elle vise ce côté lifestyle, sans taper forcément dans le luxe, mais en ayant de la qualité, en ayant des bonnes finitions, en ayant une belle cuisine, en ayant de l'isolation, que ce soit quelque chose de propre dans lequel ils puissent se projeter avec les standards suisses. Ici, on est habitué à de la bonne qualité, on est habitué à être exigeant, et du coup, on se retrouve dans ce type de produit. Donc, nous, on est vraiment focus sur tout ce qui est neuf, ou récent, ou rénové directement récent. Voilà. Donc, c'est aussi un marché, finalement, dans le marché, si tu veux bien. Ouais. Et d'ailleurs, il y a de la liquidité sur le marché où le jour où les gens revendent, j'imagine que vous avez déjà eu des personnes qui ont revendu. Bien sûr. Ça sort assez facilement. Ouais. Ça bouge bien. Ouais. Ça bouge bien, oui. Mais encore une fois, parce qu'on aura sélectionné le produit en conséquence. Ouais. On va pas t'amener en banlieue au bord de l'autoroute. On ne fait pas ce genre de choses. Donc, quand on revend, on n'a jamais trop. Ça n'a jamais trop traîné, quoi. Je veux dire, les plus longues transactions à revendre, c'est pas 3 mois. La plus longue. Les plus longues, quoi. La plus longue. Ça va très vite. C'est le même
le même sentiment qu'ici. Tout va très vite, l'offre elle est limitée, la demande elle est haute. Et puis, un berceau de clients qui est immense. Ouais, c'est ça. Ça fonctionne bien. On a eu des projets, 40, 50 logements qui 80% partaient dans la première semaine de commercialisation. C'est avec des listes d'attente, avec des clients qui sont déjà voisins, qui ont déjà acheté un lot au même promoteur et qui rachètent dans la foulée. Il y a une vraie excitation et c'est plutôt bon signe parce que c'est sur des bonnes bases et encore une fois avec des clients qui savent ce qu'ils font aussi. Voilà, financièrement ils savent où ils mettent leur argent. Ok, bien. D'ailleurs, j'étais parti à l'île Maurice il y a 2 ans pour 5 jours à peu près, donc j'ai eu l'occasion d'aller visiter des projets immobiliers là-bas. Et c'est intéressant parce que je parlais avec des locaux et il y a en première ligne contre au bord de l'eau. C'est de manière générale, alors, je crois que ça dépend des régions, mais j'en sais rien, je suis pas un expert de l'île Maurice, hein, mais c'est réservé aux Mauriciens. Je trouvais ça assez intéressant. Donc en première ligne, hein, et c'est en tant qu'étranger, tu peux acheter, mais seulement derrière. Des fois, c'est 2e ou 3e, quoi. Et est-ce qu'en Espagne, il y a la même chose ou pas du tout? Non, en Espagne, il y a une loi qui s'appelle la loi de protection du littoral. Ouais. Ça veut dire que ce qui a été fait dans les endroits comme Benidorm ou Torrevieja dans les années 70-80, aujourd'hui, n'est plus autorisé. Ça veut dire que l'intégralité du littoral espagnol est protégée. La première ligne aujourd'hui est non constructible. Okay. Ça veut dire que si tu souhaites acheter une maison première ligne, tu vas acheter une maison existante. C'est ça. On va la rénover dans le cadre des autorisations qui seront données, mais en respectant les gabarits préexistants, en modifiant, en rénovant. Mais par contre, aujourd'hui, il est absolument impossible d'acheter un terrain et de construire sur la première ligne à cause de la loi de protection du littoral. Ah ouais, excellent. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une énorme divergence petit à petit entre la première ligne et la deuxième ligne? Alors, la première ligne, aujourd'hui, on parle en fonction des régions, mais très clairement de maisons qui vont être achetées dans leur état actuel, en fonction des superficies, mais jusqu'à 2 millions potentiellement, même plus, pour des maisons première ligne. Okay. Avec des bons emplacements, parce que la personne qui va la racheter va faire encore des travaux, mais va bénéficier de la première ligne, alors qu'il est plus possible de construire. Ouais. Ah, ok, d'accord. Ah, c'est intéressant. Mais c'est un peu comme ici. Et puis après, il faut aussi analyser la première ligne par rapport à la situation où tu es. Est-ce que c'est... Parfois, la première ligne, t'enlèves la vue. Parfois, il faut être sur les collines en Espagne pour avoir tout le dégagement sur la mer. Enfin, tout ça, ça va aussi s'analyser cas par cas par rapport au village, la région, etc. Ouais. Mais est-ce que les gens achètent pour l'accès à la mer ou pour la vue? Ça dépend du client. Ça dépend du client. Ah ouais? Tu vois, des personnes qui sont peut-être plus dans une 3e période de vie, l'accès à la plage, il va peut-être être moins nécessaire qu'une famille qui a envie d'ouvrir les portes et de laisser les enfants sortir. À l'inverse, ils vont peut-être être plus sensibles aux axes, à être proches des commodités, à pouvoir se véhiculer facilement, mais tout en ayant évidemment un regard sur la mer. C'est sûr que tu vas en Espagne, au bord de mer, pour aussi voir cette mer. C'est assez long. On est tous d'accord là-dessus. Bien sûr, ouais. Oui, non, mais ma question, c'était parce que est-ce que ça dépend des gens ou ça dépend des régions? Parce que pour faire le parallèle avec les stations de ski ici, j'ai beaucoup travaillé à Nanda, moi, évidemment, dans la vente, mais j'ai jamais personne qui est venu acheter un bien immobilier à Nanda pour le soleil. Ils viennent acheter un bien immobilier à Nanda pour la vue. Parallèlement, les personnes qui veulent acheter en station de ski pour le soleil, ils vont à Crans-Montana. Ouais, un peu le parallèle. Alors nous, le parallèle, il est un peu différent quand même, parce que sur la côte espagnole, le soleil, tu l'as de toute façon. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est vrai que c'est une question de budget. C'est une question de budget, et c'est pour ça que nous on fait ce travail avec nos clients en allant un petit peu à la pêche aux informations. Quels sont les critères qui sont non négociables? Quels sont les critères sur lesquels il y a un petit sujet de négociation à avoir? Et puis après on va proposer des biens qui sont adaptés à leurs attentes. On va faire visiter 1 chose, 2 choses, 3 choses, et puis en fonction du résultat, le client choisira. Mais on a beaucoup de clients qui partent quand même là-bas. Il faut imaginer qu'ils partent un peu la fleur au fusil sans avoir d'idée aucune de ce qu'ils vont faire.
Et c'est au moment où ils sont sur place où ils vont découvrir les différentes possibilités qui leur sont offertes, les différents objets, les différentes situations, les différents emplacements, de faire peser le pour et le contre, et puis de prendre une décision qui est faite en leur âme et conscience. Il y a toujours la notion de coup de cœur que tu vas retrouver aussi à la vente ou à l'achat en Suisse. Hein. L'immobilier, ça se ressent, ça se réfléchit un peu, mais ça se ressent beaucoup. Et puis c'est vrai qu'en Espagne, tu as peut-être ce facteur-là qui est décuplé parce qu'il y a tout ce projet de vie derrière, souvent qui est lié à l'achat. Et puis c'est sûr que les prix ils peuvent varier. Dans l'exemple qu'on t'a donné tout à l'heure avec cet appartement qu'on vient de vendre à moins de 250 000 euros, donc on était en deuxième ligne. Première ligne entre guillemets, c'est des maisons individuelles et elles se vendent, d'ailleurs c'est la propriété de clients suisses aussi, elles se vendent autour des 1,8 million pour des maisons de taille standard versus 250 000 l'appartement, alors certes plus petit, mais même si tu disais j'en prends deux, 500 000 euros versus 1,8 million mais comme ici tu peux avoir du 20 millions puis sur les lignes derrière tu seras la moitié du prix à peu de choses près ou voire moins. Et c'est vrai que tout ça va dépendre de quoi, de l'offre et de la demande dans l'absolu. Et voilà, après ce que tu as dit est très juste, les gens viennent sans avoir forcément d'idée en disant je vais habiter cette commune. Il y a vraiment, on découvre, on ressent, et puis il y a des gens qui sont sensibles pour les paysages plutôt naturel, d'autres il faut de la hauteur pour avoir des vrais dégagements sur la mer, d'autres ça va être l'accès à la mer, d'autres ça va être le prix, purement le prix. Et voilà, c'est très bien, nous on va s'adapter en fait, en fonction des critères que le client nous donne, on va lui trouver une solution tout simplement qui lui correspond. Okay. Tout en recevant le conseil par rapport à l'investissement et tout ce qui est autour de son projet. Bien sûr, oui. C'est quoi les objectifs pour la suite avec Immobilier Espagne ? Aujourd'hui, c'est de continuer à faire ce qu'on fait, c'est de l'optimiser encore, c'est d'accroître nos possibilités sur place. On envisage, je ne sais pas si on peut le dire. Non, je crois pas. On laissera savoir au prochain épisode. On garde ça pour le chat. Là, sur le principe, on a beaucoup de retours aujourd'hui de nos clients qui ont acheté et qui souhaitent, qui nous amènent finalement d'autres clients. Et c'est assez drôle parce que on a eu hier un entretien avec un client qui est tout content, il vient d'acheter sa maison et il s'est assis. La première chose qu'il m'a dit, c'est j'ai mes voisins qui vont venir, on les a convaincus de venir habiter près de chez nous. Il y a un côté un peu rassurant, tu sais, quand tu débarques dans un nouveau pays, te dire finalement je vais essayer de prendre mes meilleurs amis et de les motiver à venir avec moi, puis finalement on va revivre de la même manière mais avec d'autres conditions. Et puis c'est vrai qu'on a beaucoup de retours aujourd'hui liés au bouche à oreille, sur lesquels on doit passer du temps, sur lesquels on doit s'investir et bien s'investir pour faire toujours un peu pour produire, garantir la même qualité de service. C'est pas toujours simple. La distance, elle oblige aussi on doit prendre l'avion, on doit descendre sur place, il y a pas mal de ressources à mettre en place pour que ça se passe bien. Et avec un volume qui est plus lourd aujourd'hui, qui est plus gros à assurer, je dirais c'est surtout ça l'objectif. C'est ça, c'est sûr. Il y aura plein de nos projets, comme on te parlera avec grand plaisir, si tu as le temps aussi à l'avenir. Bon, avec plaisir. Merci beaucoup pour l'épisode. Très intéressant, on en apprend plus sur l'immobilier en Espagne, bien que investissez plutôt en Suisse évidemment, mais c'est intéressant d'en savoir plus sur l'Espagne. Et puis je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, merci à toi. À très vite, merci.